marche, super. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cet après-midi consacré à nos auteurs et autrices qui sont ici. Merci à la médiathèque Les 7 lieux d'accueillir le Festivali. Je suis très ravie, je suis très heureuse, je suis ravie de vous recevoir et de pouvoir échanger avec vous sur notre passion de la lecture et puis peut-être vous donner envie aussi de lire si vous n'êtes pas lecteur. Petit mot sur le Festivali si vous ne le connaissez pas, c'est un festival littéraire digital sur Instagram avec des lives, des concours, des reportages, des animations pendant tout le mois de mars. C'est la 2e édition et cette année c'est la première fois que le Festivali s'exporte en réel et accueille du coup des auteurs et autrices pour une rencontre, une dédicace. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y a aussi le troc de livres dans l'accueil, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez soit déposer des livres, soit si vous en avez envie, piocher parmi les livres qui vous tentent. Voilà, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi un petit coin cosy où vous pouvez vous installer pour papoter, feuilleter les livres. Et il y a les goodies du Festivali qui y sont exposés. Donc n'hésitez pas à regarder. Et je suis ravie de vous accueillir et de commencer cet après-midi avec une table ronde sur l'édition et l'auto-édition. Donc être édité, c'est un vrai parcours du combattant. Ça vous parlera peut-être à vous aussi dans la salle qui écrivez et qui n'avez pas encore réussi à être édité, peut-être à publier votre livre. Alors c'est vrai que la solution pour être édité, ça peut être envoyer à une maison d'édition son manuscrit et recevoir une réponse positive. Mais quand on ne trouve pas de maison d'édition, il y a une deuxième solution, l'auto-édition. On oppose souvent les deux écoles d'ailleurs. Est-ce que c'est bien ou mal? Car si l'aventure est différente dans les deux cas, l'enjeu reste le même au final, pouvoir porter un bel objet littéraire dans les mains du lecteur. Donc aujourd'hui, place à mes 4 invités, au parcours plus intéressant les uns que les autres, Clément Flao, Éléonore Blément, Mandy Ellis et Myriam Baucher. Bienvenue à tous les 4. Donc parlons de vous. Chacun peut-il présenter l'œuvre qu'il a embarquée dans l'aventure de l'auto-édition ou de l'édition? Mandy. Bonjour, donc moi c'est Mandy Ellis. Moi je suis éditée chez la maison d'édition Nisha, etc. Donc c'est avec une duologie dont le premier roman est sorti en janvier 2021 et le deuxième en mars 2021. Et moi c'est un parcours un peu différent du schéma classique habituel en maison d'édition. En fait, c'est ma maison d'édition qui m'a trouvée sur Wattpad, une plateforme sur laquelle je publie mes écrits. Et donc, ils m'ont contactée pour savoir si j'étais intéressée pour signer un contrat avec eux. Et oui, j'étais totalement intéressée. Donc, ça a commencé comme ça. Et voilà comment je suis arrivée donc dans le monde de l'édition. Et on parlera du processus éditorial par la suite. Wattpad, ça a eu aussi une importance pour toi, Myriam. Oui. Donc, il faut que... Merci. Alors oui, du coup, j'étais aussi sur Wattpad et en fait, comme Mandy, c'est du coup ma maison d'édition qui est venue vers moi en me disant que du coup, Purge à ce moment-là, qui est sur Wattpad, en me disant que Purge les intéressait et que si j'envisageais une réécriture ou que si j'envisageais en fait de vouloir l'éditer, que je pouvais soumettre en fait le manuscrit. Donc voilà, je me suis attaquée à la réécriture et après j'ai soumis le manuscrit. Et Wattpad, ça a aussi une importance pour toi, Clément, finalement, ça se suit, c'est... Alors oui, sauf que moi, j'ai pas de maison d'édition qui m'a contacté. C'est la grande différence. J'ai conçu Wattpad environ, je sais pas comme vous, mais donc j'ai envoyé chez une maison d'édition chez qui ça s'est pas très bien passé, qui m'ont accepté pour le coup, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc j'ai pris l'alternative pour le coup de l'auto-édition cette fois-ci, donc tous les romans qu'on trouve actuellement sur le marché sont en auto-édition. J'ai
je ne me ferme pas à la possibilité de me mettre en maison d'édition. Pour moi, c'est vraiment deux choses vraiment qui sont complètement dissociées. C'est-à-dire que Supernova, que j'ai ramené justement, j'ai décidé dès le départ de dire ok, ça va en auto-édition. C'était ma décision, mon choix. Et j'ai des romans en cours et j'ai plus envie de les mettre par exemple en maison d'édition. Je sais qu'ils auront un parcours un peu différent. Voilà. Et on parlera, on vous résumera les livres et on espère qui vous donneront envie sans doute de les acheter pour les dédicaces juste après. Et donc Éléonore, l'auto-édition, qu'est-ce qui t'a embarqué dans l'aventure? Moi, très honnêtement, j'ai commencé comme tout le monde par envoyer mon manuscrit en maison d'édition parce que pour moi c'était l'étape qui suivait, la fin d'écriture du tome 1 de ma saga. Et au final, une fois les réponses positives reçues, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui était le plus à même de répondre à mes attentes de l'édition de ce roman. Donc j'ai commencé à réfléchir à le faire moi-même et le financement participatif aidant, on en est là. C'est intéressant parce que c'est vrai que parfois on peut penser que l'auto-édition c'est finalement par dépit ou c'est un second choix. Et du coup là, pour vous deux finalement c'est vraiment un premier choix. Exactement. Alors du coup, quelles sont les thématiques que vous traitez dans vos romans? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça raconte? Mandy. Alors moi, donc c'est une romance contemporaine qui traite principalement de la thématique de l'anxiété à travers le personnage d'Adam, donc qui est le personnage principal du roman. Il s'agit d'une romance homosexuelle et on y aborde aussi du coup le thème de l'homophobie, également de la découverte de soi, l'acceptation de soi aussi. Et en thématique plus légère aussi, on aborde les vacances surtout. Voilà, c'est une romance estivale et c'est quelque chose que j'aime bien traiter. La thématique de la diversité, de la représentation et d'ailleurs d'une romance entre deux hommes, c'est aussi ce qu'on trouve dans Purge, Myriam, du coup. Oui, effectivement. Ça marche? Alors attendez, comment on fait? Ça marche? Ah oui, ça marche. C'est bon. Alors oui, du coup, dans Purge, effectivement, il y a une petite romance aussi homosexuelle. Et sinon, j'aborde aussi principalement le thème de l'anxiété sociale à travers Elisha, le héros. J'aborde des thèmes comme... c'est quand même assez... Il y en a beaucoup. C'est de la fantaisie aussi. Oui, c'est de la fantaisie, voilà, effectivement. Donc il y a forcément un peu de magie, il y a beaucoup d'aventures. Il y a un côté quand même assez sombre, un peu sauvage, il y a un petit peu de sang quand même, un petit côté macabre, voilà. Sinon, voilà, j'aborde le thème de la différence, comment ça peut éloigner les gens, mais surtout les rapprocher, puisque c'est un peu le thème entre, l'opposition entre réprouvé et vigoureux, du coup. J'aborde la tolérance, l'amitié, la loyauté, ça c'est des notions que j'aime beaucoup mettre dans mes œuvres. Et Clément, la différence c'est aussi quelque chose qui revient dans Supernova et dans d'ailleurs tous tes romans. Pour faire très, très original, du coup j'ai aussi une romance homosexuelle du coup entre deux hommes. Ouais, il y a plein de sujets qui sont différents que je rejoins complètement, qu'Amandine et Myriam pour tout ce qui est différence, tolérance, etc. Supernova, l'avantage c'est que ça se passe, donc c'est un roman contemporain, mais on va dire ringard parce que ça se passe en 1970 du coup, donc on a un petit décalage. On va dire en thème principal, ce qui m'intéressait le plus pour le coup, c'était tout ce qui est stéréotype du genre, c'est-à-dire que ça m'intéresse de voir quelles sont les lignes de la masculinité, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui ne l'est pas, finalement il n'y a rien du tout en fait. Mais ouais, c'est tous les thèmes qui m'intéressent. Le fait aussi la recherche de reconnaissance un petit peu, c'est un sujet qui me touche et personnellement je voulais le défendre dans Supernova aussi, cette quête de reconnaissance, cette envie de briller d'une façon ou d'une autre, et voilà, j'ai pas d'autre idée. Les vacances un petit peu, même si c'est pas pendant les vacances, mais le bord de plage je le rappelle un peu, et voilà, c'est le sujet. C'est vrai qu'on a du coup Mandy et Clément où c'est plutôt contemporain, et puis on a du coup Myriam et Éléonore où on a une touche de fantastique. Donc de quoi ça parle le vrai visage des sirènes? De sirènes.
Non, évidemment, moi je voulais parler, j'ai rêvé toute mon adolescence, enfin mon enfance et mon adolescence d'une histoire de sirène sans queue de poisson, parce que c'est quand même très angoissant, enfin j'espère qu'il n'y a pas que moi qui angoisse. Quand même. Donc évidemment, voilà, j'ai été amenée à faire beaucoup de recherches sur les légendes existantes du folklore de sirènes sans queue de poisson. Il y en a, beaucoup. Donc j'avais envie de les explorer dans un roman, et donc j'ai décidé de mettre ça sous la forme d'une enquête. Donc, évidemment, on ne parle pas que de ça. Il y a beaucoup d'autres thématiques. On parle beaucoup du poids des origines et de la manière dont ça influe sur notre parcours, avec un personnage qui peine à avancer parce qu'elle n'arrive pas à lâcher le prise sur son passé, et à contrario, son pendant masculin qui, lui, ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, donc il n'arrive pas à se construire et à avancer dans la vie à cause de ça. On parle beaucoup de mensonges aussi, beaucoup de ce qu'on se fait à soi-même, de ce qu'on fait aux autres, soit pour les protéger ou pour se protéger soi-même. Et voilà, et c'est tout ça. Donc des sujets bien intéressants en tout cas. Comment est-ce qu'on fait pour franchir le pas et pour décider de se dire là, ce livre-là, j'ai envie qu'il soit entre les mains des lecteurs. Comment ça s'est passé? Ou est-ce qu'il y a un déclic? Mandy. Encore moi. Moi, le déclic, c'était une amie en fait qui m'avait dit, je lui avais parlé d'une nouvelle histoire qui avait germé, donc Celtic Stars, pendant des vacances dans le sud, là où se passe l'histoire justement, et je lui avais envoyé quelques extraits, et c'était une amie que je lisais sur Wattpad à l'époque, et elle me disait mais si, tu devrais la publier, je suis sûre que c'est super. Donc je me suis dit, bon, bah allez, je vais voir. J'avais déjà une fanfiction en cours de publication dessus, et puis voilà, je ne regrette pas du tout parce que j'ai eu beaucoup d'échanges du coup avec des lecteurs et lectrices, et en fait j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir échanger autant, pas en direct, mais enfin si, quasiment en direct en fait, en commentaire avec les gens, et du coup bah, ça m'a donné envie de continuer. De publier des écrits sur cette plateforme et de continuer d'échanger avec les gens, et voilà, je ne sais pas si c'était ça la question de base. Si, et puis je pense que c'est intéressant de justement l'élan et l'impulsion que ça peut avoir au Wattpad, ou le fait de tout simplement faire lire ce qu'on écrit à un proche. Je pense que c'est à partir de ce moment-là peut-être où on se dit j'ai envie d'avoir d'autres retours aussi. Comment est-ce qu'on fait ensuite, et quelles difficultés on peut retrouver le plus souvent dans cette phase de recherche d'éditeur, dans cette phase de questionnement, est-ce que je publie mon livre en auto-édition? À quelles difficultés vous avez été confrontés? Éléonore? Dans le choix, tu veux dire? Dans le choix, quelle a été la difficulté? Ou dans le processus? Excuse-moi. Dans le processus, ouais. Dans le processus, je crois que le plus compliqué... Non, je crois pas que ça a été si compliqué que ça. En fait, j'ai un peu honte de dire ça, mais en fait, je vois pas trop de difficultés. Je crois que pour moi, ça a même été un peu plus facile que ce que j'envisageais. C'est peut-être pour ça que j'en vois pas. J'ai tenté un financement participatif sans en attendre grand-chose. Donc, un petit peu... Et au final, ça a mieux marché que ce que j'espérais. Donc, après, non, je crois que le plus dur dans l'auto-édition, c'est l'étiquette en fait. C'est l'étiquette, voilà, de quelqu'un qui se publie lui-même parce qu'il n'a pas trouvé de maison d'édition, et donc forcément c'est que ça ne doit pas être très bon. Je crois que c'est la plus grosse difficulté, mais sinon, je sais pas, à mon échelle en tout cas, j'en ai pas. C'est aussi ce que tu as ressenti, Clément. Alors du coup, toi c'est différent parce que tu as quand même cherché à le publier aussi en maison d'édition. Ça a été quoi les difficultés pour toi? Moi, après, le gros problème, c'est que en publiant, en fait, le problème, c'est que j'ai commencé à écrire pas pour moi. Pour être très honnête, c'est pour briller en fait un petit peu. C'est que depuis que je suis tout petit, je me dis j'ai un problème, je veux être reconnu, je veux qu'on me connaisse, je veux qu'on me croise dans la rue. Enfin, c'est quand j'étais petit, quoi. Et quand j'écris donc de Jules, la théorie du serpent, c'est le premier roman qui était en maison d'édition. Ce qui a été très compliqué déjà, c'est de devoir accepter de donner un roman à une maison d'édition que je ne connaissais pas, qui n'est pas distribué en librairie, que je ne vois pas sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais c'est pas avec ça de toute façon que tu deviendras connu. C'est ce que je m'étais dit de base. Après, donc, j'ai évolué un petit peu, j'ai commencé à écrire plus pour moi, des choses qui m'intéressaient plus. Et je me suis tourné vers l'auto-édition.
Et pour le coup, c'est ce qui est très paradoxal, c'est qu'en acceptant de faire de l'auto-édition, en prenant ce choix, je prends pas le choix facile, on va dire, pour pouvoir être reconnu. Je prends pas le choix facile pour que plein de gens achètent mon livre. Et pour autant, je trouve que ça a été une manière pour moi de pouvoir m'occuper de plein de choses, en fait, de me dire, ok, donc tu peux écrire, tu peux t'occuper de la correction, faire toi-même ta petite entreprise. Et je pense que ça a été un moyen aussi que j'ai eu pour un peu avoir l'impression de réussir, entre guillemets. Après, est-ce que c'est une réussite, ça, je suis pas là pour le juger, quoi. Myriam, est-ce que, alors dans l'édition, tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu t'attendais à des choses ou au contraire tu t'attendais à rien en particulier? Pendant le travail éditorial, tu veux dire? En fait, je savais pas trop comment ça fonctionnait, donc bon, voilà, je partais un peu de zéro. Je me suis dit bon, là, on va voir comment ça va se passer. Voilà, je savais qu'il y avait par exemple un contrat à signer, qu'il y avait les trucs un peu basiques, mais c'est tout. Donc je m'attendais pas à grand chose. J'étais juste un peu méfiante en fait, parce que c'est quand même un grand pas en fait. Genre, on cède ses droits, on signe un contrat, c'est tout de suite quelque chose qui fait de plus grand, qui fait très professionnel. J'avais l'impression vraiment de mettre d'un pas dans un autre monde, mais avec Beetle Books en fait ça s'est très bien passé parce que du coup mon éditrice a été très transparente avec moi. Elle a toujours été très transparente, elle m'expliquait les étapes, elle m'expliquait comment ça allait se passer, m'a beaucoup rassurée. Et en fait dès que j'avais des questions, et puis même encore aujourd'hui quand j'ai des questions, je lui pose, elle me répond, et il n'y a vraiment aucun souci. C'est vraiment un échange en fait. C'est un échange, c'est ça, c'est vraiment un échange. En tout cas voilà, en tout cas moi avec Beetle Books c'est le cas, donc je suis très contente. Et alors concernant le processus, peut-être que tu vas pouvoir nous dire, Mandy, du moment où tu as signé le contrat, où tu as du coup été contactée par la maison d'édition jusqu'à la publication du livre en janvier 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai signé le contrat au mois de juin 2020, voilà c'est ça, juin 2020, et donc ça s'est super bien passé. J'ai eu vraiment un très bon contact avec ma maison d'édition aussi, avec Nisha, etc. Et la première chose qu'on a commencé à faire ensemble, c'est de travailler sur les couvertures en fait. Elle m'a demandé de lui donner des idées. Alors je fais tout un PowerPoint avec des couleurs, des trucs, des images, et c'est la première chose qu'on a fait en fait, la couverture. Et après quand on a commencé le travail éditorial, ça devait être au mois de novembre, je crois. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer parce que mon livre est très long en fait. Sur Wattpad, il était publié en un seul tome. Et quand on a commencé, quand elle m'a envoyé les premières corrections, elle m'a dit va falloir beaucoup le raccourcir parce qu'il est très long. Et j'ai là donc ça a été assez effrayant, et finalement ça s'est très bien passé, et on a pris la décision ensemble du coup de le couper en 2 tomes, puisque sinon ça aurait vraiment été une brique indigeste. Et voilà, et au final les corrections c'est vraiment ce que j'ai préféré, parce que j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé à m'améliorer en fait dans ma façon d'écrire, et j'ai pris des nouveaux réflexes. Je le vois sur le roman que j'écris actuellement, et du coup je suis vraiment contente d'être passée par cette étape. Moi, l'auto-édition c'est quelque chose qui me fait peur, parce que je suis pas sûre d'accepter de changer autant de choses dans mon texte par moi-même, enfin je veux dire de ma propre décision, alors que là j'ai été un peu poussée à le faire avec des arguments tout à fait entendables. Et je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais super. Mais voilà, du coup, je regrette pas du tout cette décision. Et c'était vraiment une super expérience, ce travail éditorial. Et puis après, donc le tome 1 est sorti en janvier. Et le tome 2 donc, est sorti 2 mois plus tard finalement. Mais alors du coup ça impose quand même des concessions et aussi des deadlines. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement il a fallu faire des concessions, réduire des passages qui me plaisaient beaucoup, et au début c'est dur à accepter en fait, et après on prend le temps de dormir, de réfléchir, de réécrire une première fois, et quand on relit on se dit ouais c'est vrai que c'est plus fluide, et c'est vrai que mon éditrice, mes 2 éditrices donc, étaient vraiment top pour ça. Elles m'ont vraiment guidée, et je pouvais les appeler si j'étais pas d'accord. Enfin, plusieurs fois, je les ai appelées en panique. T'es sûre, on fait ça?
Donc oui, ça implique des concessions, mais que j'ai Pour le fait. bien. Ouais, c'est ça. Franchement, je regrette pas du tout et je pense que le livre aurait été moins bien si j'avais pas fait les modifications qu'on a fait. Et alors ces concessions, est-ce qu'on les a aussi dans l'auto-édition du coup comment est-ce qu'on fait justement pour travailler un texte qui ne passe pas par un éditeur et qui n'est pas du coup le travail éditorial n'est pas le même du coup. Bah, ça déjà c'est aussi une des difficultés de l'auto-édition, c'est aussi pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager dans cette voie, il faut voilà, vraiment avoir un recul qui n'est pas facile à avoir en tant qu'auteur. Voilà, on n'est pas forcément, il faut laisser poser ses textes, il faut les faire lire par d'autres personnes, il faut être capable de se dire que ça j'aime bien, mais ça n'a pas sa place ici, ça gêne, voilà, il faut vraiment avoir un regard. Dans auto-édition, il y a l'édition, hein, donc c'est c'est aussi une formation. Donc voilà, il faut être capable de faire ce travail-là. C'est pas forcément évident et je pense que voilà, moi je suis très critique en général. Je suis vraiment très critique sur mes textes. J'ai plus besoin qu'on me dise quand c'est bien. Voilà. Que je peux laisser comme ça, vraiment c'est sûr. Je peux demander plusieurs fois, mais il y a quand même un travail et c'est important. Voilà, c'est important même pour l'auto-édition, pour que sa professionnalisation. Et la chance qu'on a, c'est que l'auto-édition s'est tellement développée aujourd'hui que même quand à la limite on n'est pas capable de faire soi-même ce travail-là, parce que je le répète, c'est pas facile. On peut s'entourer de professionnels qui peuvent nous accompagner dans cette voie. Donc voilà, l'auto-édition ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail éditorial et qu'il n'y a pas un vrai travail qui est fait sur le texte. En tout cas, ça ne doit pas être vrai. Oui, et puis il y a aussi tout ce qui est correction. Vous pouvez faire appel à des correcteurs. C'est indispensable. Ouais, c'est indispensable. Après, il faut faire attention parce qu'on peut aussi des fois se faire avoir. Il faut repasser des fois derrière. Mais oui, c'est indispensable. La correction, c'est vraiment, voilà, c'est pareil, c'est un métier, c'est vraiment une technique de relecture particulière qui demande une grosse concentration et voilà, qui doit être fait par quelqu'un d'autre, qui ne peut pas être fait par l'auteur. On peut pas, même avec la meilleure volonté du monde, voilà, on rate des choses. Et on dit qu'il faut un texte pour qu'il soit vraiment dépourvu des fautes, il faudrait qu'il soit lu par 7 personnes. Donc voilà, il vaut mieux s'entourer d'un professionnel. et puis voilà. Clément, est-ce que tu peux nous raconter, toi, du coup, les concessions que tu as pu faire? Est-ce que ça a été facile, difficile? Comment est-ce que tu t'es lancé? Parce que finalement, tu as été aussi totalement autodidacte. En fait, je suis d'accord avec Amandine, c'est que des concessions, avec Éléonore du coup, des concessions, il en faut tout le temps, qu'on soit auto-édité ou édité. Mais je rejoins beaucoup Éléonore, je ne me trompe pas dans le prénom, hein. Éléonore. Je te rejoins beaucoup, c'est qu'en fait, c'est un travail à part entière, je trouve. Donc il y a auteur édité et auteur auto-édité, pour moi, qui sont deux métiers en fait, qui sont un petit peu différents. Comment dire, c'est la même chose, entre guillemets, mais il y a beaucoup de nuances qui font qu'en fait, c'est un parcours complètement différent. Et ce que je trouve hyper important, surtout, comme tu l'as dit, c'est ne pas rester tout seul quand on est auto-édité. Par définition, de toute façon, on est auto-entrepreneur, donc c'est notre entreprise, donc il faut qu'on engage des personnes, des professionnels, des personnes qui sont capables en fait de pouvoir mettre le point sur ce qu'il faut changer, sur ce qu'il faut améliorer, etc. Après, pour autant, je pense pas qu'il faut engager un graphiste, quelqu'un pour la promo, quelqu'un pour la correction, un bêta-lecteur, parce qu'après, on a une somme faramineuse, on vend pas forcément 500 000 exemplaires pour tout rembourser. Donc, quand on est auto-entrepreneur en auto-édition, du coup, je pense qu'il faut avoir aussi le recul pour se dire il y a des choses qu'on est capable de faire tout seul. Donc, par exemple, moi, la correction, non, je suis une quiche, j'ai des fautes d'orthographe, mais ahurissantes pour un auteur. Donc, je sais que je dois passer par un correcteur, typiquement, même j'en ai 2 ou 3, donc j'ai plusieurs correcteurs. Le graphisme, à l'inverse, la couverture, je pense me débrouiller un petit peu, donc je prends pas de graphiste tout le temps, et puis je peux faire mes choses moi-même. Mais les concessions, je pense que ouais, ça reste sinon complètement les mêmes. Myriam, qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans le travail éditorial? Est-ce que c'est, comme m'ont dit, plutôt les corrections ou J'ai bien aimé travailler sur la couverture avec mon éditrice, du coup, parce que, encore une fois, c'était vraiment un travail d'équipe. Elle me demandait si j'avais des idées au niveau des éléments à apparaître sur le livre ou au niveau des couleurs. On a vraiment fait les choses ensemble et moi j'avais trop hâte de voir la couverture. C'était vraiment l'étape que j'attendais. Sinon au niveau des corrections, alors c'est pas ce que j'aime le plus, mais en même temps c'est intéressant parce que je sais que par exemple pour Purge, je l'ai réécrit, j'ai passé beaucoup de temps à le réécrire, je me suis mis beaucoup de pression.
Et c'était vraiment compliqué. Et je sais que j'étais très soulagée quand je l'ai envoyé. Et du coup, moi, j'attendais les retours, j'attendais de savoir ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait améliorer. Et en fait, le regard de l'éditeur apporte vraiment une vision nouvelle, parce que du coup, mon éditrice m'a dit alors ce passage, il est bien, mais tu pourrais l'améliorer en faisant ça, enfin voilà. Et je me suis dit, ah mais oui, en fait, c'est pas bête, parce que quand on réécrit son texte 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'on le relit, on voit plus les fautes, on voit plus... Enfin, c'est vraiment que ça devient compliqué, on voit plus son texte, on peut plus avoir un regard objectif. Enfin, déjà de base, en tant qu'auteur, est-ce qu'on a vraiment un regard objectif? Mais voilà, quand on le réécrit plusieurs fois, c'est compliqué, et je sais que l'éditeur, il aide beaucoup, et ça, j'apprécie. En fait, c'est vachement intéressant d'avoir un autre regard qui aide justement à améliorer encore plus son manuscrit. Donc voilà, j'ai pas forcément aimé les corrections, mais en même temps, c'est intéressant. C'est intéressant, Ouais. et puis est-ce que ça, maintenant quand tu écris, ça a ouvert les yeux sur des erreurs que tu faisais peut-être Est-ce que ça a changé ta façon d'écrire? Un petit peu. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que cette scène a une utilité? Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Pose-toi la question, est-ce que cette scène a une utilité? Que ce soit pour faire passer une émotion, que ce soit pour juste en apprendre plus sur un personnage. Enfin, ça peut être vraiment une raison toute bête, mais il faut quand même qu'il y ait une raison, que les scènes servent à quelque chose. Et si on peut répondre à cette question, c'est qu'effectivement, la scène a une utilité. Et en fait, c'est quelque chose que je fais maintenant. J'essaie de me poser plus de questions, de voir mon texte un peu différemment. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, hein, mais j'essaye. Donc oui, ça, pour le travail personnel, c'est vrai que ça aide aussi. Et alors moi j'ai une question du coup encore sur l'auto-édition, Clément et Léonore. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'énergie de continuer quand on doit être soi-même auteur, éditeur, parfois correcteur, parfois graphiste, communicant, chargé d'impression, chargé d'envoi, ça fait beaucoup de choses. Comment tu gardes l'énergie, Clément? Et l'envie aussi. J'ai pas toujours l'énergie déjà. Je pense que c'est une question d'organisation avant tout. On va dire que cette année j'ai l'avantage de ne pas faire grand chose de mes journées, donc j'ai du temps libre, mais autrement... en fait je trouve que la grande différence, je parlais de différence entre le travail d'auteur édité et d'auteur auto-édité, c'est qu'un auteur auto-édité passe beaucoup moins de temps, je pense, dans l'écriture d'un roman qu'un auteur édité. Parce que du coup on peut moins déléguer le travail, on est plus responsable de notre travail d'édition en fait. Après, comment je m'organise? Comme j'ai dit, pour moi, il faut déléguer une partie. On ne peut pas rester tout seul avec son roman. Il faut avoir du recul et puis être beaucoup passionné, surtout. Je pense que c'est surtout ça la réponse. Je pense que c'est une bonne réponse, oui. Et je voulais aussi... je pense que peut-être, et je ne sais pas si vous êtes d'accord dans le public, est-ce que les gens sont parfois beaucoup plus exigeants avec l'auto-édition qu'avec finalement un livre édité de façon classique et traditionnelle? Tu peux répondre aussi. Je pense que vous pouvez tous répondre là-dessus. C'est intéressant d'avoir vos points de vue. De toute façon, l'auto-édition, c'est quelque chose qui est très ingrat, on va dire, parce que on a une exigence, comme tu dis, qui est complètement décuplée, parce que on achète un roman, je dis une marque au pif, PKJ, même si l'auteur fait un travail parfois un petit peu moins bien qu'un auteur auto-édité, on va se dire il a été pris par la maison d'édition, on peut avoir une indulgence. Quand on est auteur auto-édité, en fait, la seule enseigne qu'on défend, c'est la nôtre. C'est-à-dire, c'est notre nom d'auteur. Notre nom d'auteur, donc c'est notre plume, c'est notre auto-entreprise, c'est parfois notre marque de graphisme. En fait, on fait tout. Donc, les personnes, en fait, il faut qu'on se défende nous-mêmes. Et puis, les personnes qui achètent le roman, ils veulent que ce soit propre. Et donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est ça. Je sais pas comment le formuler, mais en fait, ils nous demandent direct. Enfin, les exigences sont envers nous et pas envers quelqu'un d'autre, en fait. On n'a pas une maison d'édition qui nous protège. Et je veux pas du tout. C'est pas un reproche pour les maisons d'édition, mais en tant qu'auteur auto-édité, du coup, on n'a pas cette carapace autour. On est directement devant les lecteurs avec notre livre et on doit défendre notre propre enseigne. Voilà. Tu t'es sentie protégée du coup avec ta maison d'édition et notamment aussi plus sereine sur certains points, par exemple la communication, c'était pas à toi de tout faire, c'est plus serein. Ouais, complètement. C'est vrai que ça m'a vraiment soulagée en fait, je pense, d'être en maison d'édition. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle
je n'aurais pas pu faire d'auto-édition. C'est vraiment, on se sent protégé en fait parce qu'il y a quelqu'un qui fait pour nous la couverture, il y a quelqu'un qui nous accompagne pour le travail éditorial, la maquette également, enfin c'est eux qui gèrent tout en fait et c'est un peu égoïste quand vous pensez, mais en gros s'il y a un truc qui va pas, enfin autre que dans le texte, c'est pas vraiment de notre faute, enfin si mais disons que ça permet en tout cas en tant que personne de ressentir moins de pression, je pense, par rapport aux attentes des gens. Et donc, Éléonore, pour revenir à ma question, est-ce que les lecteurs sont plus exigeants Oui, complètement. Complètement. Et c'est, Clément, du coup, employé le mot d'ingrat, c'est vraiment le terme, parce qu'on travaille énormément, on prend énormément de choses sur nous-mêmes. Et s'il y a une petite erreur, déjà il y a le poids on nous la met, on peut avoir le reproche, parce que les gens sont aussi beaucoup plus à l'aise quand c'est un auteur auto-édité, ils ont beaucoup moins de filtres que quand c'est une maison d'édition, forcément. Et en plus on a le poids aussi de se dire, les gens en voyant ça vont dire ah oui mais de toute façon c'est de l'auto-édition. Donc en plus on prend le poids déjà de notre propre responsabilité, mais en plus de l'image de l'auto-édition. Donc c'est vraiment une grosse pression et voilà, c'est vrai que le terme était bien choisi, c'est un petit peu ingrat de ce côté-là, quoi. Et c'est une grosse pression, et en même temps, c'est aussi une grande liberté. Je pense que c'est important de le dire, parce que, comme tu le disais, on peut décider de la couverture soi-même. On peut aussi, au niveau de la communication, faire des choses qu'on ne fait pas forcément en maison d'édition. Cette liberté, est-ce qu'aujourd'hui, tu la céderais pour une grande maison d'édition Non, sinon je n'aurais pas. Voilà, à la base, évidemment. Mais, liberté, j'en reviens quand même. Parce que, très honnêtement, je vois parfois des choses en maison d'édition. Et, Clément, tu le disais, on achète un roman d'une grosse maison, on voit quelque chose dedans. Moi, j'achète des livres avec des mises en page qui me surprennent, des conventions de l'édition française qui ne sont pas forcément respectées. Et ça passe sans problème. Vous êtes auteur édité, vous décidez de ne pas entamer vos chapitres sur une page de droite, on vous tape dessus. Donc non, on n'est pas libre en fait. On est obligé justement d'être très carré et très attentif. Donc on n'est pas si libre que ça. Mais après, c'est vrai qu'on est libre dans le sens où moi j'ai pu choisir ma propre couverture, j'ai pu choisir mon illustrateur, j'ai pu choisir mes illustrations, demander ce que je voulais. Jamais j'aurais eu ça pour un premier roman dans une maison d'édition. Voilà, j'ai aussi la liberté de faire de la promo quand je veux. Des fois, je me sens trop fatiguée parce que tu parlais d'énergie, des fois on ne l'a pas. Voilà, des fois on est juste fatigué, on est humain, c'est pas possible, il y a d'autres priorités. Si j'ai pas envie pendant 2 mois de ne pas communiquer, je prends ce risque parce que quand on n'en parle plus, on disparaît, c'est un peu l'inconvénient. Mais je peux le faire. Je suis libre de le faire. C'est important, oui. Et alors, du coup, est-ce que on peut voir quels sont les points négatifs de l'édition aussi? Est-ce que vous voulez nous en parler? Est-ce que vous en voyez? Oui, alors là, comme ça, j'ai pas d'idée. Ça peut être des fois peut-être le manque de liberté sur le choix de la couverture. Moi, je sais que j'ai pas eu ce problème. On a été totalement en phase ensemble avec la maison d'édition sur la couverture, mais je sais que c'est pas toujours le cas dans toutes les maisons d'édition. Donc, est-ce qu'il y a aussi les deadlines qui peuvent être parfois... Les deadlines, quand ça tombe dessus... alors moi, quand j'ai signé le contrat d'édition, j'étais au chômage, donc je me dis je vais avoir plein de temps pour corriger. Et en fait, j'ai reçu mes corrections quand je venais de commencer un stage. Et en fait, ma deadline, c'était pendant cette semaine de stage. Donc en fait, tous les soirs, après avoir travaillé à la ferme, fallait que je trouve l'énergie de faire 100 pages tous les soirs, parce que du coup, il y avait quand même 600 pages, du coup. Donc ouais, ça, c'était un gros stress, mais bon, ça l'a fait. Mais ouais, sur le moment, c'est vrai que je m'imagine qu'en auto-édition, par exemple, on se met des deadlines un peu plus souples pour corriger. Et alors du coup, pourquoi est-ce que d'après vous, on oppose aussi souvent ces deux solutions, ces deux manières de faire, au lieu de finalement les rendre plus complémentaires? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi de nombreux auteurs qui ont d'abord auto-édité leur livre avant de le publier ensuite en maison d'édition, ou inversement, exactement. Pourquoi on oppose tout le temps ces deux solutions, comme si c'était une guerre entre édité et auto-édité?
Qui veut répondre? Clément? Ah bah vas-y, Éléonore. Je pense que c'est tout simplement parce que ce qui a lancé l'auto-édition, c'était justement la difficulté d'être édité. Maintenant, il y a beaucoup plus de maisons d'édition. Si on est capable de faire des concessions sur la taille, c'est plus aussi difficile qu'avant d'être édité. Bah, ça dépend des conditions, hein. Voilà, je mets vraiment de gros guillemets là-dessus. Mais voilà, c'est ce qui a lancé l'auto-édition. À la base, c'est parce qu'il y avait des auteurs qui se rendaient compte que c'était trop difficile de trouver une maison d'édition pour être édité, donc ils se sont lancés là-dedans et ça a pris de l'ampleur. Voilà, et maintenant l'auto-édition s'est vraiment démocratisée au point que il y a tellement de solutions pour auto-éditer son livre aujourd'hui qu'on peut avoir une édition d'une qualité égale, voire supérieure à une petite maison d'édition. Donc voilà, maintenant c'est vraiment un choix à part entière. Au début, ça ne l'était pas. Et c'est ce qui est... Mais l'image est restée. L'image de l'auteur qui n'a pas le choix, qui s'auto-édite parce que personne ne veut de son livre parce qu'il n'est pas bon. Voilà, enfin, parce que dans l'esprit des gens, quand on refuse un livre, c'est qu'il n'est pas bon. C'est pas toujours le cas, hein, c'est pas aussi simple hein, dans les faits. Mais voilà, il y a cette image-là et c'est pour ça que c'est toujours c'est resté opposé dans l'esprit. Tu veux rajouter quelque chose, Clément? Surtout, je suis complètement d'accord avec toi, Éléonore. Moi, ce que j'aime bien du coup, c'est que généralement, on entend les personnes qui disent on a refusé le manuscrit plusieurs fois, donc il est mauvais, donc on le met en auto-édition, et donc on se retrouve avec juste un bourbier de livres mauvais en auto-édition. Pour mon cas, par exemple, c'est complètement différent, parce que j'étais en maison d'édition de base, et pour parler de liberté, j'étais pas du tout libre. Je trouve dans cette maison d'édition, ça ne s'est pas du tout bien passé. Et l'alternative que j'ai trouvée, à l'inverse, c'est justement de pouvoir faire moi-même la conception de mon roman, donc toutes les étapes, tout ça, comme on l'a dit juste avant. Et donc, en fait, l'auto-édition, ça a été ce qui est venu après la maison d'édition, comme quoi ça peut diverger d'une personne à l'autre. Et après, je rejoins complètement ce qu'a dit Éléonore sur l'image maintenant qu'on a de l'auto-édition. Myriam, tu peux nous dire peut-être aussi, toi, est-ce que si c'était à refaire, tu choisirais encore la voie de l'édition classique, ou est-ce que tu te sentirais aussi de te lancer en auto-édition? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Alors oui, l'auto-édition, ça me fait peur, honnêtement. En fait, je pense que c'est intéressant et dans un futur plus ou moins lointain, j'aimerais bien. C'est dans mes projets, lointains, mais c'est dans mes projets. Mais pour l'instant, je me sens, comme on dit, en fait, je trouve que le fait d'être dans une maison d'édition, c'est rassurant. Je sais pas, on a une pression en moi en fait, c'est ça. Et puis pour l'instant, en tout cas, moi, chez ma maison d'édition, ça se passe très bien et c'est une très bonne expérience. Donc ça me pousse aussi à vouloir réitérer voilà, l'expérience, quoi. Donc évidemment. Pour l'instant, oui, ce serait... Et on te le souhaite, évidemment. C'est gentil, merci. Et je voulais rebondir quand même sur ce que tu disais, Éléonore, par rapport à la qualité du travail d'un livre auto-édité. Notamment, toi, tu es passé du coup par une campagne participative pour notamment proposer un livre relié à tes lecteurs. Le relié qui coûte d'ailleurs très cher. qui voilà, des solutions qui sont parfois qui ont un coût, mais qui finalement ont autant de qualité que l'édition et parfois plus du coup. C'est ça, j'avais fait cette campagne de financement participatif et on m'a posé la question si on dépasse l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai ricané un petit peu parce que je n'étais pas certaine d'atteindre cet objectif, donc j'ai dit bon bah je sais pas, on l'illustrera. Enfin, j'ai vraiment dit ça comme ça, je pensais pas que j'aurais illustré ce livre, j'avais jamais fait ça encore, mais le fait est voilà, qu'on a vraiment bien dépassé, donc je me suis retrouvée non seulement à l'illustrer, et je me suis dit, tant qu'à faire, maintenant qu'on en est là, autant faire une deuxième couverture, et puis les relier. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée avec, pour un premier roman, la chance d'avoir une édition reliée et illustrée par l'artiste de mon choix. Donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai que quand j'ai eu le retour très agréable de personnes qui l'ont eu dans les mains et qui m'ont dit on ne croirait pas du tout que c'est de l'auto-édition. Je ne savais pas s'il fallait me vexer, mais j'ai choisi de bien le prendre. Voilà, c'est vrai que ça prouve à quel point on peut déprécier le travail d'un auteur auto-édité. Comme c'était l'auto-édition, ah mais il est beau pour de l'auto-édition. Non, mais c'était pas nécessaire. Alors que finalement, comme tu le disais, il y a de plus en plus d'auteurs auto-édités qui lancent justement des campagnes participatives avec des rétributions, donc des récompenses comme des goodies, des livres reliés. C'est quelque chose. Et puis c'est un peu, là, moi, pour moi, à mon sens, le financement participatif, c'est vraiment, on est vraiment au cœur de l'auto-édition. On a l'auto-édition, c'est quand même la proximité avec les lecteurs.
Il n'y a pas le filtre de la maison d'édition, donc c'est vraiment là, des lecteurs à l'auteur, et là c'est vraiment les lecteurs qui financent l'édition qu'ils veulent, quoi. Donc c'est vraiment génial, parce que là pour le coup, s'ils revolent des illustrations, bah, c'est eux qui vont m'aider à les financer, c'est aussi un poids financièrement, donc on arrive bientôt à la fin de ce temps de rencontres et d'échanges sur l'édition et l'auto-édition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main et puis les poser, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais quand même qu'on revienne du coup sur chacun des titres que vous allez pouvoir dédicacer juste après, histoire de donner un petit résumé, un petit avant-goût. Je vois que Mandy stresse, donc je ne vais pas l'interroger en premier. Qu'est-ce que ça raconte, Supernova? J'ai pris la patate chaude. Je suis nul en résumé, donc je ne sais pas si je vais réussir à le vendre. En tout cas, j'essaie de le résumer au mieux. Supernova, donc, c'est une romance entre deux garçons, donc deux adolescents dans les années 70. C'est un roman qui parle, comme je disais, de liberté, d'acceptation et de stéréotypes du genre, c'est pas facile à dire. Avec un personnage principal en fait qui a des idoles, donc David Bowie, donc tous ces chanteurs, donc il y a Prince, il y en a d'autres, il y a Freddie Mercury, enfin plein de chanteurs qui contournent un petit peu les codes du genre un petit peu. Et donc c'est un personnage qui s'intéresse à ça, qui veut sortir aussi des codes, et donc il a aussi une envie de reconnaissance, il a envie de briller. Et comme par hasard, le hasard fait bien les choses, il va rencontrer Lockhart, donc qui est un jeune journaliste, et donc Lockhart va l'aider à monter un petit peu au sommet de la gloire, ou pas, après à voir s'il réussit. Et puis voilà, donc il y a une romance qui s'installe entre les deux. C'est un bon résumé? Oui, très bien, merci beaucoup. Et puis de toute façon, tu avais fait aussi une petite vidéo à retrouver sur mon compte Instagram, si jamais vous avez envie. Myriam, Purge, de la fantaisie. Alors là, c'est totalement autre chose. Ah la vache. Alors, du coup, c'est de la fantaisie, voilà. On ne le dit plus. Donc, en fait, c'est... alors, comment commencer c'est compliqué. On a deux camps qui sont opposés. Oui, alors... donc on est sur un continent où voilà, il y a deux camps opposés, enfin on va dire plutôt la population elle est opposée. On a d'un côté les vigoureux, donc en fait ce sont des gens qui qui sont en parfaite santé, et puis de l'autre on a les réprouvés, donc comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui sont atteintes de diverses pathologies, donc ça peut être des phobies, ça peut être des malformations, des maladies mentale, enfin voilà, il y a plein de choses. Et du coup, les réprouvés, malheureusement, ils sont chassés par des monstres qu'on appelle les trackers. Et donc ces monstres vivent au sud du continent. Et donc le gouvernement a décidé de séparer les vigoureux et les réprouvés pour protéger en fait les vigoureux. Et donc les réprouvés sont déportés dans 8 zones au sud du continent, justement, juste devant la forêt où vivent les trackers. Et ceux qui le désirent peuvent se former, rejoindre des camps d'entraînement et se former pour tuer les monstres. Et donc l'histoire commence en fait sur l'arrivée d'un jeune homme qui s'appelle Elisha, qui a 15 ans et qui est atteint d'anxiété sociale et de bégaiement. Et donc lui, il arrive avec sa petite sœur, une vigoureuse, qui est là parce qu'elle a décidé de l'accompagner. Ils arrivent tous les deux dans le camp d'entraînement de la zone B, et donc Elisha va devoir surmonter ses peurs et ses faiblesses, puisqu'on appelle ça des faiblesses, pour réussir à tuer les trackers. En gros, voilà, il va rejoindre une escouade avec des personnages qui ont tous leurs petits soucis, voilà, et c'est tout. Et je vais pas en dire plus parce que sinon... Tu vas nous raconter la suite. Ouais, non, c'est ça. Donc on va arrêter. Dans un autre genre, du coup, les personnages aussi doivent surmonter leurs peurs. Oui, donc on repart sur du contemporain, du coup. Donc Painting Star, c'est l'histoire d'Adam. C'est un étudiant finlandais qui vient en vacances dans le sud de la France avec ses parents pour la première fois. Et il n'est pas enchanté de ce voyage parce que c'est un personnage anxieux, comme je disais tout à l'heure, qui est très renfermé sur lui-même. Et il n'avait pas spécialement envie de sortir de sa zone de confort avec ses vacances. Et malheureusement, il va en sortir un petit peu poussé par ses parents. Et donc faire la rencontre de Lou,
Donc un personnage, c'est un jeune homme qui a son âge et qui tient la boutique d'antiquité de son oncle. Et donc il va se retrouver un peu bousculé par la présence de cette personne dans sa vie. et voilà, donc il va être amené à dépasser ses peurs et à se découvrir lui-même. Et voilà, donc c'est une romance assez feel good, on va dire, avec voilà, qui se passe en été. Et voilà. Je ne suis pas plus douée que Clément pour résumer. Non mais si, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est en 2 tomes. Exactement. Et Léonore, on repart dans la fantaisie. Oui, pour le coup, hein, plutôt dans le fantastique pour le coup. Mais moi, pour le coup, c'est l'histoire d'Ava, une femme qui cherche simplement à fuir son mariage chaotique et qui arrive sur l'île de Croate sur laquelle sa grand-mère a grandi. Elle espère simplement prendre un nouveau départ et goûter aux joies d'une vie tranquille, sans histoire, jusqu'au jour où malheureusement ou heureusement pour elle, elle découvre le secret d'un de ses collègues qui s'avère être doté d'aptitudes aquatiques extraordinaires. Après avoir tenté bien évidemment de le dénoncer, mais personne ne la croit, puisque qui croirait ce qu'elle raconte, elle décide finalement de s'allier à celui qu'elle considère comme un odieux personnage, et ensemble ils se lancent dans une enquête pour découvrir comment il est capable de faire toutes ces choses, parce que lui-même l'ignore. Et il se retrouve tout simplement à enquêter sur la part de vérité cachée derrière le mythe de la sirène. Voilà. Pour l'instant, un tome de sortie. Pour l'instant, un tome et un préquel qui devrait sortir pour la rentrée. On va dire la rentrée, on va être prudent. Il reste 5-10 minutes, alors justement je pense qu'on peut parler de vos futurs projets. Alors même si pour l'instant il n'y a pas de contrat de signer, parce que je vois comment on dit me regarde avec des grands yeux. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire en ce moment et qu'on peut lire sur Wattpad? Alors en ce moment, sans surprise, j'écris encore une romance estivale. Donc ça s'appelle W, un titre tout simple. Et en fait, on suit, ce sont 2 meilleurs amis d'enfance qui ont l'habitude de comment dire, ça se passe au camping, voilà, on va commencer par là. Ça se passe au camping et donc ils ont l'habitude d'être en vacances sur des emplacements face à face depuis qu'ils sont jeunes. Et voilà, et un été, tout va un peu changer entre eux quand un petit événement va les amener à se questionner sur la nature de leurs sentiments, s'ils sont uniquement amicaux ou pas. W sur Wattpad. Exactement. Clément, il me semble que tu as un roman qui va bientôt sortir en auto-édition, du coup. Oui, c'est ça. Du coup, j'en ai un que j'écris actuellement, qui est sur Wattpad aussi, pour le coup. Et donc, celui qui sort, c'est pas celui que j'écris en ce moment, ce qui est déjà prêt, du coup. Ça s'appelle Carré Blanc. Donc, c'est un roman que j'ai écrit il y a 5-6 ans, je crois. Je l'ai réécrit 2-3 fois, donc la version n'a pas arrêté de changer. J'avais signé justement avec une maison d'édition, ça s'est pas bien passé, j'ai repris mes droits, maintenant c'est en auto-édition. Donc, je résume ou je dis juste les thématiques? Alors, c'est difficile de résumer. Alors, c'est un roman, donc, il comporte une romance elle-même, on va dire quand même une romance homosexuelle, mais qui est vraiment très secondaire pour le coup. C'est plutôt un roman, c'est un drame, donc ça change un peu de ce que j'ai écrit, qui va parler de la précarité, donc, du milieu associatif, des sans-abri, etc. Et donc on va suivre Oscar, qui est un jeune bénévole en vacances d'été pour s'occuper, il décide de faire du bénévolat dans une association venant en aide aux sans-abri. Donc il fait partie du service téléphonique anonyme, donc il y a des sans-abri qui l'appellent à longueur de journée, puis donc il discute avec eux. Il y a une partie retranscription d'appels pour que je puisse un petit peu aussi les expliquer plus. Et puis depuis qu'il est tout petit, Oscar en fait, il a une maladie génétique qui fait qu'il est en train de devenir aveugle. Donc il va voir un ophtalmo qui lui dit avant la fin de l'année tu perdras l'usage de ta vue. Sauf que, ironie du sort, au même moment il va commencer à parler avec un sans-abri qui appelle plusieurs fois, sauf qu'il refuse de dire qui il est parce qu'il a honte de sa situation en fait de sans-abri. Et Oscar va avoir l'objectif en fait de mettre un visage sur ce carré blanc, du coup c'est d'où le titre, parce qu'il connaît qu'un carré blanc en fait sur son écran. Avant qu'il devienne aveugle. C'est complètement fou ce que j'ai dit. Non, si, ça donne trop envie. Ça donne trop envie. Et alors, du coup, Myriam, bientôt un deuxième roman, du coup. Tu as le droit de nous dire que les thèmes si tu veux pas faire de résumé, mais. Non, mais je peux. Donne-nous envie. C'est dur de faire des résumés. Oui, donc
j'ai signé chez Beatle Books toujours pour ma duologie Péché, Périple et Promesse et PPP pour les intimes. Voilà. Alors, attendez, comment résumer donc en fait on est au royaume d'Almida, il y a 5 provinces et donc il y a 2 provinces qui sont de religion clariste et... Non, 3 provinces de religion clariste, mais moi je me perds, et 2 provinces qui sont de religion plaisiste. Et du coup, voilà, de religion, une guerre a commencé une 50aine d'années avant le début de l'histoire. Et du coup, le personnage principal, c'est un jeune homme de 18 ans qui s'appelle Camille Dolé. Il est traducteur. Et donc son objectif, c'est de traduire la Bible des plaisistes. Donc la Bible de la religion qui est considérée comme la religion ennemie, celle que le roi et le suprême, donc le suprême c'est comme l'équivalent du pape, cherchent à anéantir. Donc il est sous la tutelle du prince Andreas, et cette tutelle lui permet d'être, on va dire, à l'abri. Mais voilà, du jour au lendemain, le prince Andreas lui retire sa tutelle et Camille est contraint de fuir parce que s'il se fait attraper par les soldats, eh bien, il va finir sur le bûcher. C'est formidable, on adore. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis du coup, il y aura cet aspect de guerre de religion qui va s'opposer aussi à une romance homosexuelle entre Camille et Andreas. Voilà. Eh bien, merci. Éléonore, tu veux peut-être nous parler aussi de ton autre roman? Oui, moi je retravaille sur la réédition, ou plutôt la réécriture d'une nouvelle que j'avais publiée en auto-publiée déjà en 2019, qui est une romance contemporaine dans le Montmartre des années 90, voilà, qui s'appelle Ce qu'il reste de nous. Qu'on pourra retrouver... Pardon? Qu'on pourra retrouver... Est-ce qu'on a une date déjà? Non, je ne vais pas en donner. Eh ben, on en reste là. En tout cas, merci et bonne continuation pour ces beaux projets, bonne écriture. Merci à vous, du coup, d'avoir partagé vos expériences. J'espère qu'on aura assez parlé de l'édition, de l'auto-édition. Peut-être qu'on aura donné aussi envie à vous, si vous écrivez et que vous n'êtes pas encore publié, de choisir l'une ou l'autre des 2 solutions. N'hésitez pas à sauter le pas. Et puis, n'hésitez pas maintenant à échanger avec nos auteurs qui vont être en dédicace, qui vont pouvoir vous dédicacer leurs livres. Vous pouvez les acheter sur place, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi l'atelier Booktube qui sera ouvert à l'instant, qui est déjà ouvert je pense, où vous pouvez aller vous essayer à être booktubeur, donc à parler d'un coup de cœur devant la caméra, à parler de cette rencontre, ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, ou chanter, pousser la chansonnette, voilà, faites ce que vous voulez. Et puis on se retrouve à 16h pour la table de la table ronde sur la romance, qui va être très intéressante aussi. Merci.